Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, Thierry Santa, le président du Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que l'actualité dans les prochains jours, vous nous direz peut-être quand, ça va être comme tous les ans le renouvellement du bureau et du président du Congrès. Vous avez été élu président du Congrès vous avez été élu 2 fois déjà, vous êtes depuis 2 ans président du Congrès. Vous postulez bien sûr à un nouveau mandat, Thierry Santa ? Alors, effectivement, je vais déposer à nouveau ma candidature et j'espère que la majorité de mes collègues continuera à me soutenir pour l'année à venir. Alors, le renouvellement du président du Congrès, c'est tous les ans, ce qui est assez original pour une assemblée de ce type. Comment se présente cette rentrée ? Déjà, est-ce que on a une date ? Est-ce que le calendrier est fixé ? On sait qu'après les élections législatives, il y a un certain nombre de choses à mettre au point. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand le Congrès va faire sa rentrée ? Alors, ce que je peux essentiellement vous dire, c'est que lundi prochain, un bureau du Congrès se réunit et c'est une étape obligatoire avant d'arrêter donc une date de séance et un ordre du jour de séance. Donc lundi prochain, le bureau se réunit pour effectivement à ce moment-là arrêter la date de la prochaine séance qui sera de toute façon dédiée au renouvellement du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est le cas dès lors qu'on rentre en session administrative et nous sommes en session administrative depuis le 30 juin dernier. Et parmi les premiers dossiers que vous devrez attaquer, il y aura le renouvellement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça est déjà prévu, le calendrier, vous allez devoir fixer les dates très bientôt en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera renouvelé dès lors que M. Dunoyer aura démissionné de son poste de membre du gouvernement et que le gouvernement deviendra démissionnaire de fait. Au plus tard, M. Dunoyer peut démissionner le 19 juillet prochain. Et réglementairement, j'ai ensuite 15 jours pour organiser le renouvellement du gouvernement. Donc ça nous amène à la date du 2 août. Donc au plus tard, le 2 août, le gouvernement sera renouvelé. Entre-temps, là aussi c'est une obligation réglementaire, je vous le disais précédemment, la première séance de la session administrative doit être dédiée au renouvellement du Congrès. Donc vous comprenez qu'avec toutes ces obligations réglementaires, ça nous amène à un renouvellement du Congrès et du gouvernement dans les 15 jours, 3 semaines qui sont devant nous. Alors comment se présente cette rentrée du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que les récentes législatives vont avoir des conséquences ? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'il y aura des changements, est-ce qu'il y aura des nouveaux groupes ? Est-ce que vous avez déjà des informations sur ce sujet ou est-ce que c'est encore trop tôt qu'il faut attendre la rentrée ? Ce que je peux a priori vous dire, c'est que du côté indépendantiste, à ma connaissance, on restera dans la configuration actuelle. Donc les 2 groupes qui existent aujourd'hui, l'UNI et l'UCF-LNKS nationaliste, et puis donc Monsieur Citré en indépendant. La question qui est en suspens au jour où je vous parle, c'est le nombre de groupes du côté non indépendantiste. Ce qui semble assez certain, c'est que les groupes aujourd'hui, en tout cas les partis politiques aujourd'hui qui ont constitué la plateforme, donc qui a été signée il y a 15 jours de ça, vont probablement présenter des listes communes. Ça semble quelque chose d'acté, à la fois donc pour bien sûr la présidence du Congrès, mais également pour les vice-présidences, pour les commissions, la commission permanente, enfin toute l'organisation interne du bureau du Congrès qui va être donc renouvelée bientôt. Mais pour le nombre de groupes, pour l'instant il y en a 2 et des non-inscrits. Pour l'instant on ne sait pas encore comment ça va être, tout ça va s'organiser. On n'en sait pas encore plus. Vous serez le premier prévenu, c'est-à-dire que les demandes, les groupes doivent être déposés auprès du bureau du Congrès. Alors ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que pour pouvoir présenter des candidats aux vice-présidences et aux commissions, il faut absolument être effectivement constitué en groupe. Et pour pouvoir constituer un groupe, il faut au moins 6 élus pour constituer un groupe au Congrès. Et donc ça suppose que chacun dépose effectivement ses groupes préalablement à la liste des candidats dans les différentes structures internes du Congrès. Alors, autre question que l'on entend, qui est soulevée, est-ce qu'il est possible qu'un candidat indépendantiste soit élu à la présidence du Congrès ? Vous nous le disiez, il va y avoir 2 groupes indépendantistes comme auparavant. Ils ont déjà annoncé qu'ils présenteraient une candidature unique. Est-ce que mathématiquement, c'est possible qu'un indépendantiste prenne la présidence du Congrès ? Vous savez, en politique, tout est possible. C'est pas forcément qu'une question de mathématiques. Maintenant, c'était le cas, je vous le rappelle, les 2 précédentes fois où j'ai été élu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un candidat indépendantiste face à moi, avec un vote unanime des indépendantistes pour Roch Ouamitan. Et de l'autre côté, malgré les groupes qui existaient, les 2 groupes qui existaient auparavant et certains en indépendant, il y a également, en finale, eu parfois au 2e tour, mais un vote unanime des non-indépendantistes sur ma candidature qui a permis mon élection. Je
pense pas que les choses soient très différentes aujourd'hui. On a le Congrès majoritairement constitué d'élus non indépendantistes. C'est tout à fait logique que ce soit donc un président non indépendantiste qui le préside. Je crois pas que qui que ce soit prenne la responsabilité de faire en sorte que les choses soient différentes dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Comme président du Congrès depuis 2 ans, maintenant 2 années de suite, quel bilan dressez-vous et pourquoi est-ce que vous avez envie de continuer à assumer cette fonction ? Alors, je trouve que effectivement le rôle, la responsabilité de président du Congrès est un rôle important, puisque on peut à ce titre participer à toutes les discussions de fond sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, à la fois au sein des comités des signataires, mais tout simplement au sein de notre assemblée, avec les différents projets de texte qui sont soumis au vote de notre assemblée. Le bilan, moi, j'ai tendance à penser, mais ça serait un peu drôle de dire l'inverse, qu'il est pas trop mauvais, puisque je me suis efforcé d'ouvrir d'abord le Congrès au maximum à la population calédonienne. Donc j'ai mis en place un certain nombre de nouveautés dans le fait de permettre à la population d'intégrer notre institution. Donc ça a été bien entendu le Congrès des jeunes d'abord, qui a été renouvelé cette année et qui est reparti pour 2 ans maintenant. Ça a été la soirée culinaire qui est devenue presque une institution aujourd'hui. C'est la 2e fois qu'on l'organise et à chaque fois c'est un succès extraordinaire. Les gens en sont très contents. Avec les différentes communautés qui viennent présenter leur spécialité. Présente ses spécialités et tous les invités donc qui participent à ces soirées on sont enchantés. Ça a été aussi le concours photo. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est la 2e année. Oui, on en a parlé sur RRB. On organise ce concours photo et vous en avez parlé effectivement avec le fait de mettre en valeur nos paysages et nos populations calédoniennes. Tout ça participe à ma volonté de faciliter le partage entre les différentes communautés calédoniennes et d'apprendre peut-être d'une certaine manière à mieux se connaître les uns les autres dans l'objectif final de créer cette fameuse identité calédonienne qui sera forcément un mélange de chacune des identités actuelles des différentes communautés qui constituent notre kaléidoscope. Donc je vais poursuivre forcément ces actions si d'aventure je suis réélu. Je me suis efforcé tout au long de ces 2 mandats qui viennent de s'écouler de présider notre institution également d'une manière totalement impartiale, en faisant en sorte que chacun des élus, quelles que soient ses tendances, quelles que soient ses opinions, puisse s'exprimer au maximum et développer au maximum sa pensée et ses idées. L'objectif étant surtout que les autres élus écoutent et entendent et encore une fois peut-être s'imprègnent un peu de la pensée de l'autre et donc apprennent à comprendre et à connaître l'autre davantage que si chacun restait dans ses logiques à lui. Tout ça participe, je le répète, à une volonté de créer une nouvelle entité, je sais pas comment le dire précisément, mais une nouvelle pensée calédonienne, encore une fois, qui devra être, communauté de destin. Un mélange de toutes les communautés et créer cette fameuse communauté de destin, on est bien d'accord. Justement, sur votre gouvernance, vous avez effectivement la réputation d'être un président plutôt consensuel, mais parfois vous ne négligez pas les rappels à l'ordre, et ça vous arrive aussi de faire un peu preuve d'autorité dans l'hémicycle des boulevards Vauban. Alors c'est parfois nécessaire. Ça n'a pas été souvent le cas, ça n'a pas été souvent nécessaire, et j'en remercie mes collègues puisque ça prouve que ils ont quand même une certaine à la fois discipline et un certain respect les uns pour les autres, puisqu'ils s'écoutent et ils s'expriment quand on leur donne la parole. Mais de temps en temps, il y a eu quelques petits dérapages et qui ont nécessité effectivement des rappels à l'ordre, des rappels au règlement, des suspensions de séance, puisque dès lors que je sens que les choses dérapent, je suspends immédiatement la séance pour éviter que les mots aillent trop loin malgré tout.
et je rencontre les protagonistes en aparté pour avoir une explication avec eux et leur demander de revenir à des dispositions plus acceptables et que la discussion puisse reprendre de manière plus apaisée ensuite. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. Même si c'est normal que le Congrès soit un lieu de débat et que le débat peut être un peu vif quand même parfois. Il faut qu'il y ait du débat. C'est bien l'essence même de notre institution. Il faut qu'il y ait un débat. Mais pour qu'il puisse y avoir un débat, il faut que les gens puissent s'écouter et s'entendre. Et c'est pas en s'invectivant et en s'insultant les uns et les autres que ça fait avancer le débat. Donc c'est ce que je leur explique, c'est la manière dont je fonctionne et je continuerai à fonctionner de cette façon-là si encore une fois je suis réélu. Et globalement ils l'acceptent, ils sont assez disciplinés finalement. Finalement, très sincèrement, oui. Ils sont surtout respectueux les uns des autres. Et ça c'est vraiment très positif. Ça prouve que dans notre pays, c'est de cette manière-là qu'on fait avancer les choses. Concernant les textes maintenant, quels sont les textes emblématiques, les plus importants qui vous semblent avoir pu être être adoptés cette année, enfin l'année qui s'achève aujourd'hui? Alors ça a été une année assez fructueuse, hein, même si on a perdu entre guillemets 3 mois pendant la période électorale. Les 3 derniers mois. Très sincèrement, l'activité du Congrès s'est interrompue pour laisser passer les périodes électorales, que ce soit les présidentielles d'abord et les législatives ensuite. Mais malgré tout, on a quand même eu une augmentation du nombre de textes qui ont été votés encore cette année à l'occasion de cette mandature. Avec beaucoup de sessions extraordinaires. Vous avez beaucoup travaillé quand même. Beaucoup de sessions extraordinaires. C'est pas compliqué. On a travaillé tout au long de l'année, alors que c'est vrai qu'auparavant, il y avait une activité plus dense pendant les périodes de sessions ordinaires et un peu moins dense en sessions extraordinaires. Là, en l'occurrence, très sincèrement, ça a été constant tout au long de l'année. Comme l'année précédente, à part, je le disais, les 3 derniers mois là où on a suspendu nos travaux. Ça tient à quoi? Il y a plus de textes qui arrivent devant le Congrès aujourd'hui? Il y a beaucoup plus de textes qui sont présentés effectivement, soit par le gouvernement, soit par les élus eux-mêmes, puisque c'est 2 possibilités qu'un texte puisse être présenté. Donc des 2 côtés, on a eu effectivement un nombre de textes plus importants qui ont été présentés et qui ont été ensuite débattus et votés au Congrès. Peut-être les plus symboliques. On a eu, vous vous en souvenez, pendant cette mandature, une période un peu tendue sur des textes à caractère économique. Je parle de la TGC, je parle surtout du texte sur la compétitivité prix. Avec des manifestations du patronat devant le Congrès. Du patronat, de l'intersyndicale. Enfin, il y a effectivement une petite tension sociale à cette occasion-là. Bon, les textes ont été votés, malgré tout. Il y a eu aussi le texte sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, où je me suis personnellement investi. Ça a été la seule fois depuis les 2 ans où je suis élu, où je suis descendu dans l'hémicycle, c'est-à-dire que j'ai quitté mon siège de président pour pouvoir m'exprimer, participer au débat, pour m'opposer au texte. Je tiens à le rappeler, pour m'opposer au texte qui était présenté par le gouvernement. Malgré tout, encore une fois, il a été voté. On a eu également pas mal de textes sur la vie quotidienne de la population. Je parle du texte sur les jours de congé pour maladie d'enfants malades, pour maladie grave d'un enfant. Je parle du texte sur l'emploi local dans la fonction publique. Je parle du texte sur les emplois précaires également dans la fonction publique. Je parle des textes sur une modernisation de notre code de la santé, une modernisation de notre code agropastoral. Enfin, il y a eu, je vous le disais, quand même un certain nombre de projets et de textes qui ont été votés importants. Je pense aussi au Fonds interprofessionnel d'action-formation, le FIAF, qui a été voté cette année. On a créé également l'Agence pour l'énergie, qui va être la structure qui va gérer le schéma de transition énergétique et surtout la construction de la centrale C de la SLN. Enfin voilà, donc c'est quelques exemples qui me viennent à l'esprit et qui montrent qu'on a eu une activité soutenue encore une fois à cette mandature. Avec des séances souvent assez longues. Vous parliez du texte sur la fonction publique, énormément d'amendements déposés, beaucoup de discussions. Comment ça se fait? Est-ce que les textes ne sont pas suffisamment préparés par le gouvernement? Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment travaillés en commission? Ou est-ce que c'est une volonté que le débat se fasse finalement en séance publique au Congrès? Alors, je pense que c'est un peu de tout ça, très sincèrement. Il y a un certain nombre de textes qui sont... Parce que la procédure normale reste quand même des textes préparés par le gouvernement et ensuite soumis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et le constat qu'on peut peut-être faire, c'est parfois des textes qui sont présentés au gouvernement, donc qui font l'objet d'un vote au gouvernement collégial, mais hélas d'un vote majoritaire, c'est-à-dire avec soit une opposition ou une abstention d'un certain nombre de ses membres. Et dès lors que vous passez cette étape de cette façon-là déjà,
ça n'augure pas d'un bon déroulement ensuite au sein des instances du Congrès. Donc en commission, ça fait l'objet forcément de longues discussions. Au bout d'un certain temps, à nouveau, c'est un vote majoritaire qui s'exprime en commission, qui donne un avis sur un texte, qui vote pas le texte, mais qui donne un avis, souvent donc majoritaire dans ces cas-là. Et donc ça se termine en séance publique du Congrès, toujours avec la même opposition qui s'exprime depuis le début et qui s'exprime forcément après en séance publique pour arriver parfois, hélas, enfin dans certains cas par un vote majoritaire encore une fois, mais parfois dans certains cas malgré tout la possibilité d'aboutir à un vote unanime. Et l'exemple de l'emploi local dans la fonction publique est vraiment caractéristique de cette possibilité dès lors qu'on fait l'effort de s'écouter et de s'entendre les uns et les autres, et de trouver un consensus final, puisque ce texte a battu tous les records en termes d'amendements. Il y a eu 71 amendements qui ont été déposés sur ce texte. En début de séance publique, le matin, on était vraiment sur deux positions diamétralement opposées entre d'un côté donc les indépendantistes et de l'autre les non-indépendantistes. Ça a nécessité 2 suspensions de séance quand même, qui ont permis des discussions avec les chefs de groupe pour faire avancer les choses. Et au final, on a réussi à faire en sorte que ce texte soit voté à l'unanimité, quand même. C'est un objectif pour vous? Quand vous avez un texte comme ça, particulièrement important, vous essayez de trouver le consensus, l'unanimité, même si à l'origine, les dissensions sont vives? Ah, mais c'est un objectif systématique de ma part. Je pense que, vous savez, vous avez 2 façons de faire avancer les choses. Il y a la façon classique, je dirais, démocratique, où la majorité impose finalement son choix à la minorité. Ça fonctionne, dans le monde nous le prouve. Mais je pense que derrière, ça veut dire que ça engendre souvent une volonté de la minorité du moment de devenir un jour majoritaire pour ensuite changer les choses au détriment de la nouvelle minorité. Et je pense qu'il y a une autre façon de fonctionner, et c'est celle que je privilégie, vous l'avez compris. C'est plutôt qui prend du temps, beaucoup plus de temps, mais c'est plutôt une recherche d'un consensus, c'est-à-dire d'un équilibre, d'une négociation, d'une discussion, qui permet que chacun finalement trouve son compte d'une certaine façon, et que ensemble le choix soit fait pour avancer ensemble dans une direction. Et donc ça se termine donc en général par un vote unanime sur un projet de texte. Mais vous avez bien compris que tout ce que j'essaye d'expliquer là s'applique à bien d'autres choses que simplement le vote d'un texte au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pour en rester quand même sur les textes, on a souvent eu l'impression qu'il y a plusieurs majorités évolutives au Congrès. Même vous n'avez pas toujours l'unanimité. Il y a les non-indépendantistes contre les indépendantistes, où il y a eu beaucoup de textes quand même adoptés avec une majorité Calédonie Ensemble indépendantiste. C'est ce que vous ressentez vous aussi, et dans ces cas-là, vous vous sentez dans l'opposition en tant que président du Congrès? Alors, en tant que président du Congrès, je me sens ni dans l'opposition ni dans la majorité. Par définition, comme je vous l'expliquais, je m'efforce de rester dans l'impartialité la plus totale et de faire en sorte que chacun s'exprime. Le fait est que si on essaie de regarder les choses de manière synthétique et globale, les textes à caractère économique, on va dire, qui ont été présentés ces derniers temps, ont fait l'objet d'un vote majoritaire très souvent, et avec effectivement une majorité plutôt indépendantiste Calédonie Ensemble face aux Républicains par ailleurs. Après, les textes liés plus au quotidien de la population, que ce soit l'emploi local, comme je le disais, que ce soit le code de la santé, le code agropastoral, le FIAF, l'agence de l'énergie, enfin tout ce genre de textes-là, eux ont été très souvent votés à l'unanimité. C'est-à-dire que on arrive quand même plus souvent à faire voter un texte à l'unanimité, sauf vraiment quand il y a des différences profondes. Et en matière économique, c'est le cas, visiblement. Là, c'est plus difficile. Quelles sont les relations du président du Congrès avec le président du gouvernement? On sait que ça évolue souvent en fonction des personnalités des uns et des autres. Vous aviez fait ce geste qui avait marqué lors de votre deuxième élection. Vous aviez appelé le président du gouvernement, Philippe Germain, à siéger à côté de vous. Vous regrettez ce geste ou non? Ah non, pas du tout. Vous le referiez? Je rappelle que je l'ai fait à chaque fois, c'est-à-dire lors de ma première élection également. Ça a été le cas déjà. À chaque fois, j'ai invité effectivement le président du gouvernement à siéger à côté de moi au moment de ma déclaration d'investiture, on va dire. Je le regrette pas du tout. Je reste convaincu que pour que nos institutions fonctionnent bien, nos institutions calédoniennes fonctionnent bien, il faut effectivement une relation assez étroite entre nos deux institutions, le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Encore une fois, le gouvernement est la source principale de préparation des textes qui sont soumis au vote de notre Assemblée. Et ça me paraît tout à fait logique que des liens constants soient maintenus entre nous et donc directement entre les deux présidents que nous sommes pour trouver dans la mesure du possible la meilleure façon de faire pour que les choses se passent au mieux après au moment du vote au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On se met pas toujours d'accord, je le dis, mais globalement quand même très sincèrement les choses se passent très bien et on arrive malgré tout encore une fois à discuter et à essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Vous avez souvent dit que vous vouliez que le Congrès soit un lieu de débat en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a eu plusieurs débats d'ailleurs qui ont été organisés sur des grands sujets. On pense au nickel, on pense au corps électoral. Quel rôle peut-il avoir dans la préparation de l'avenir? Parce que maintenant, on s'en rapproche, le compte à rebours est commencé, c'est dans 16 mois. Est-ce que vous pensez que le Congrès peut avoir toute sa place dans ce domaine? Non seulement je pense qu'il peut avoir toute sa place, mais je pense surtout qu'il doit avoir toute sa place. Parce que le Congrès reste l'institution où toutes les forces politiques calédoniennes sont représentées. C'est l'institution de débat par excellence. Et c'est l'institution qui, de toute façon, donne un avis sur tous les textes, qu'ils soient calédoniens ou nationaux, applicables en Nouvelle-Calédonie, systématiquement. Et en particulier dans le contexte qui est le nôtre, où on approche de chaque jour de l'échéance de 2018, du référendum de 2018, le Congrès, j'en suis convaincu, doit jouer un rôle dans la discussion qui doit être menée dès aujourd'hui et pas après le référendum, comme certains le voudraient. Je suis convaincu que c'est bien une discussion dès maintenant qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est l'objet même de la plateforme qui a été mise en place, je le disais tout à l'heure, il y a quelque temps. C'est que les discussions commencent maintenant. Et le Congrès, en l'occurrence, doit jouer un rôle dans ces discussions. Vous pourriez prendre des initiatives si vous êtes réélu? Je prendrai effectivement des initiatives. Pour l'instant, les choses sont pas complètement arrêtées sur le type d'initiative à prendre. J'en discuterai avec mon bureau nouvellement élu si je suis réélu, avec les chefs de groupe, nouveaux groupes qui seraient constitués, pour envisager avec eux la méthode pour faire en sorte que le Congrès joue un rôle en la matière. Mais j'imagine très bien qu'on peut avoir des commissions plénières sur différentes thématiques qui seraient évoquées dans le cadre de ces discussions. J'imagine aussi, pourquoi pas, des vœux du Congrès adressés au gouvernement central pour préparer donc la question du référendum de sortie. Donc tout ça, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, il faut le mettre en musique, entre guillemets, il faut le mettre en œuvre. Et c'est par la discussion, encore une fois, que je ferai ça. Préparer la question de la consultation de sortie, on avait l'impression que c'était oui ou non à l'indépendance. C'est pas forcément encore établi de façon définitive. C'est ce qui est écrit en tout cas dans la loi aujourd'hui organique, mais comme pour tout, une loi évolue. Ça a été le cas en 98, je le rappelle. La loi référendaire prévoyait un référendum en 98 et c'est bien un nouvel accord qui a été voté par les Calédoniens à l'époque. L'idée de la plateforme qui a été mise en place est d'organiser le plus vite possible des états généraux de l'avenir pour travailler sur un socle du destin commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va consulter la population calédonienne pour lui demander son avis sur un certain nombre de thématiques de leur vie quotidienne ou de leur façon de voir l'avenir des Calédoniens après l'accord de Nouméa. On évoquera des sujets comme les valeurs communes que nous partageons, qu'elles soient républicaines, qu'elles soient océaniennes, qu'elles soient chrétiennes. On évoquera bien sûr la définition de la citoyenneté calédonienne et ses modalités d'intégration, parce que tout le monde a compris que c'est pas possible qu'elle se reste figée comme elle l'est aujourd'hui. Ça sera forcément différent demain. On parlera forcément de l'organisation institutionnelle calédonienne entre les répartitions de compétences entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes. Il ne faut pas les oublier. Les communes sont des instances des collectivités au contact le plus proche de la population. Elles ont aussi leur rôle à jouer dans la construction de ce destin commun qui est le nôtre. On parlera bien sûr de la stratégie minière, de la stratégie économique au sens large, avec le développement de nouvelles filières économiques. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui de la crise minière dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous incite les uns et les autres à réfléchir à d'autres filières économiques à mettre en place et qu'on pourrait faire avec les qualités extraordinaires de notre environnement calédonien,
On a plein d'idées déjà qui existent, certaines, mais qui sont pas encore suffisamment développées. Je parle du tourisme, je parle de l'aquaculture, mais il y en a d'autres qu'il faudrait vraiment promouvoir encore plus aujourd'hui, comme la sylviculture, comme l'économie bleue, ce qu'on appelle l'économie bleue, avec la richesse de la biodiversité qui est la nôtre en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc tous les Calédoniens seraient appelés à réfléchir à toutes ces thématiques. À parler de tout ça et à donner leur avis sur tout ça. Et l'objectif étant que, à la fin, pourquoi pas, mais ça je désespère pas, qu'on arrive à la conclusion que c'est finalement peut-être encore un nouvel accord qu'il faut présenter aux Calédoniens. Mais au pire, si on reste dans les dispositions actuelles de la loi organique, ça sera certainement un référendum apaisé, qui sera un référendum pour ou contre l'indépendance qui sera cette fois-ci apaisé, puisque les gens ayant conclu un certain nombre de dispositions communes sur le socle du destin commun dont je vous parlais, seraient susceptibles davantage de respecter le choix, la décision, le résultat de ce référendum tel qu'il est prévu aujourd'hui par l'accord de Nouméa. Alors cette fameuse déclaration commune pour une Nouvelle-Calédonie dans la France et dans la paix, elle a été signée pour préparer l'avenir, c'est ce qui est annoncé, mais elle pose des questions parce qu'elle a été signée entre les deux tours des législatives et parce qu'un certain nombre de gens disent en fait ça sert uniquement à se répartir les postes entre les 4 mouvements signataires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors vous savez, en politique vous avez deux façons ou deux raisons d'un engagement politique. Vous avez certains qui s'engagent en politique, effectivement, hélas, essentiellement dans un objectif de poste, de privilège lié à un poste politique, à une responsabilité politique. Et d'autres qui, eux, s'engagent pour des convictions, parce que ils ont la certitude que certaines idées qui sont les leurs vont permettre d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Et souvent, ceux qui nous critiquent en disant que cette plateforme n'a qu'un seul objectif de poste et de privilège, je pense, hélas, que ce sont ceux qui ne réfléchissent que de cette façon-là et qui n'ont pas l'objectif, les convictions politiques nécessaires pour exercer ensuite des responsabilités, parce que pour mettre en œuvre une conviction, il faut avoir des responsabilités politiques. C'est pas en étant rien du tout, en étant élu nulle part, qu'on arrive à faire avancer ses idées et ses convictions politiques. Donc ça suppose effectivement exercer des postes à responsabilité pour pouvoir, encore une fois, mettre en œuvre ses idées. C'est l'unique raison pour laquelle cette plateforme a été mise en place. C'est pour faire en sorte que la sortie de l'accord de Nouméa se fasse de la manière la plus apaisée possible. Et ça suppose que certaines personnes, effectivement, occupent un certain nombre de postes à responsabilité. Ça suppose trouver les bonnes personnes aux bons endroits, ou mettre plutôt les bonnes personnes aux bons endroits. Et tout ça fait encore l'objet de discussions aujourd'hui, et certainement pas d'aller rechercher des privilèges, quels qu'ils soient. Mais même si, en général, les Calédoniens préfèrent l'union, préfèrent l'unité, ils sont sceptiques, ils se posent des questions. Il y a de fortes dissensions, ou il y en a eu en tout cas entre les 4 signataires de cette déclaration commune. Elles peuvent être gommées comme ça du jour au lendemain. Ils peuvent se réconcilier, se retrouver pour travailler sur l'avenir. Il y a un certain scepticisme dans la population, vous le savez. Oui, j'entends bien. Et je l'entends également. Mais, comment dire, il faut être capable soit de mettre de côté vraiment les différences trop profondes qui peuvent exister entre certains, sur certains sujets, on va dire, pendant un certain temps. En l'occurrence, là, on parle d'1 an et demi, parce que, encore une fois, l'objectif de cette plateforme était uniquement de préparer au mieux et de manière la plus apaisée possible la sortie de l'accord de Nouméa. Donc, soit on arrive à mettre de côté tout ça pendant le temps nécessaire, soit on arrive encore mieux, finalement, même sur des sujets qui posent souci, à trouver un consensus dans la discussion et dans la négociation. Je pense aux éléments à caractère économique, en particulier. Mais en tout état de cause, chacun des partenaires qui ont signé cette plateforme commune ont déclaré unanimement leur volonté de travailler ensemble d'abord et ensuite avec les indépendantistes pour préparer cette sortie de l'accord de Nouméa, avec des discussions dès maintenant en ce sens. Alors justement, avec les indépendantistes, et dans la déclaration commune, il y a même parlé d'un dialogue approfondi avec les indépendantistes. Pour l'instant, ils répondent pas vraiment favorablement. Comment les amener éventuellement à la table des discussions ?
Peut-être par l'intermédiaire du Congrès, justement. Ils sont présents au Congrès, le fait est. Et donc peut-être qu'en réfléchissant ensemble à une manière de fonctionner sur ce sujet au sein même du Congrès, permettra à chacun de pouvoir s'exprimer, parce que on peut facilement penser que pendant un certain temps ils hésitent à participer à ces discussions, mais tel que je connais aujourd'hui mes collègues indépendantistes au Congrès, je suis pas convaincu qu'ils restent à l'écart des discussions non plus trop longtemps. Alors pour l'instant, ils mettent en avant le fait qu'ils veulent parler essentiellement, enfin même uniquement apparemment, de la souveraineté et des compétences régaliennes, et ils reprochent aux non-indépendantistes de pas vouloir aborder ces thèmes. C'est un dialogue de sourds ou vous allez trouver un moyen de trouver des thèmes pour discuter? Je crois que dans ce genre de situation que nous vivons ici en Nouvelle-Calédonie, il faut que les élus que nous sommes, et là je m'adresse à tous les élus, qu'ils soient indépendantistes ou pas, nous soyons capables de dépasser nos clivages politiciens, nos doctrines politiciennes, pour s'intéresser à ce qui est important pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je suis convaincu, depuis que je me suis, investi en politique, que le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas finalement de savoir si on doit être indépendant ou pas. C'est plutôt comment faire pour vivre ensemble en paix les uns avec les autres. Et je dis bien les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres comme on le fait déjà depuis tant d'années. Et pour cela, ça suppose que chacun fasse l'effort d'entendre, d'écouter et de comprendre et donc de connaître son adversaire entre guillemets pour aller les uns vers les autres et créer cette nouvelle entité dont je parlais tout à l'heure, ce fameux destin commun, mais c'est surtout cette nouvelle entité calédonienne. Il faut qu'un jour ou l'autre, tous autant que nous sommes, nous comprenions que nous sommes d'abord des Calédoniens avant d'être d'origine mélanésienne, européenne, tahitienne, wallisienne, et tout ce qu'on veut, mais d'abord des Calédoniens. Et c'est quand on aura ça à l'esprit qu'on aura répondu à finalement un problème de reconnaissance, autant d'un côté que de l'autre. Les indépendantistes aujourd'hui considèrent, plutôt les Kanaks, c'est une majorité de Kanaks aujourd'hui, considèrent que les autres communautés ne reconnaissent pas leur légitimité de peuple premier sur cette terre. Et à l'inverse, les autres communautés pensent que les Kanaks ne reconnaissent pas leur légitimité d'enfants de ce pays. Donc c'est un besoin de reconnaissance mutuelle finalement qui s'exprime par cette revendication d'indépendance ou pas. Et c'est pas en répondant à l'indépendance ou pas à l'indépendance qu'on répondra à ces besoins de légitimité réciproque de la population calédonienne. C'est au contraire en y réfléchissant et en essayant de trouver les points d'accord, les points de convergence, les points d'évolution les uns vers les autres encore une fois, qu'on pourra construire cette légitimité, enfin cette identité calédonienne. Et dès lors qu'on aura atteint cet objectif, dès lors qu'on aura répondu à ces besoins de reconnaissance, naturellement, ça c'est ma conviction, les Calédoniens comprendront que c'est en restant dans l'ensemble de la République française qui a cette capacité de faire en sorte que chacun trouve sa place dans ses particularités, dans ses spécificités, dès lors qu'on respecte les règles républicaines, bien entendu. Et c'est en restant donc dans ce cadre-là qu'on arrivera à créer cette évolution commune, ce destin commun, tous ensemble. La France ne sera née là déjà d'une certaine façon, que pour nous protéger d'abord de nous-mêmes et de faire en sorte que ces équilibres dont je parle puissent être trouvés de la manière la plus harmonieuse possible, mais surtout de nous protéger de l'extérieur et des grandes puissances internationales qui, j'en suis convaincu, n'ont pas ce respect de l'homme qu'a aujourd'hui la République française. Donc elle ne serait là que pour nous protéger, à charge pour nous de définir les conditions et les modalités du vivre ensemble que nous voulons tous, je pense. Donc ce sera l'un des grands chantiers dans les mois qui viennent. Le Premier ministre Édouard Philippe, qu'on connaît pas encore beaucoup, qui vient d'être nommé, dans son discours de politique générale, a tout de même cité la Nouvelle-Calédonie en parlant de son engagement personnel à assurer la suite du processus de l'accord de Nouméa et la sortie de l'accord de Nouméa. Vous trouvez ça plutôt rassurant? On savait pas trop quelle serait l'attitude du nouveau pouvoir à l'égard du dossier calédonien. Alors c'est effectivement certainement plutôt rassurant, le fait que le Premier ministre s'investisse personnellement sur le dossier. C'est ce qu'a fait à la fin de sa mandature Manuel Valls,
Et ça a fait un peu avancer les choses, mais pendant longtemps, hélas, ça n'a pas été le cas. Là, dès le début, c'est une bonne chose. Le Premier ministre actuel indique clairement sa volonté de s'investir personnellement sur le dossier. Le dossier calédonien a toujours été traité d'une certaine façon au niveau de Matignon et très peu au niveau du ministère de l'Outre-mer. Ça va peut-être pas faire plaisir à Madame la ministre de l'Outre-mer, mais c'est une réalité. Et en plus, ce qui me rassure encore plus dans le discours du Premier ministre, c'est qu'il s'inspire aussi de Michel Rocard. Et Michel Rocard reste l'homme qui a réussi, avec bien sûr Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, à faire en sorte que notre Nouvelle-Calédonie retrouve la paix après les événements graves qu'elle a connus. Donc je suppose que c'est un homme de paix qui veut s'investir de ce dossier calédonien, et c'est une bonne chose. Thierry Santa, président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci de m'avoir invité. Et nous saurons donc dans quelques jours, nous suivrons de près le calendrier du Congrès pour savoir quand doit avoir lieu donc la rentrée officielle du Congrès avec le renouvellement du président et du bureau.